Bonjour tout le monde, content de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 12 janvier 2023 et puis on a un Bitcoin qui continue un peu sur sa lancée. En fait, on a un marché des cryptos de façon générale qui continue sur sa lancée puisque l'Ether du coup est à 11% sur 7 jours, 8% pour le Bitcoin. On a un Binance Coin qui performe, on va dire, légèrement moins et puis après derrière on a une map quand même relativement verte. Surtout regardez ADA Cardano 20%, on peut regarder les top performances Solana 19%. Avalanche, Avax 25%, donc ça s'est passé hier, la performance sur Avax, notamment avec la news qui est tombée Amazon Web Services et le partenariat avec la blockchain d'Avalanche. Donc on sait que les grosses entreprises vont se blockchainiser petit à petit et je pense que c'est par là que passera cette adoption massive dans ce secteur, notamment grâce justement à ces gros acteurs, ces grosses entreprises qui vont intégrer ça dans leur business plan finalement. Voilà. Et on va diviser cette émission en deux parties. La première partie, ça va être l'analyse graphique. On va regarder le Bitcoin, qui d'ailleurs revient sur un niveau très pertinent en termes de graphique, moyen-court terme. Mais on va également parler du long terme et du contexte actuel. Et puis ensuite, on ira voir le graphique plus court terme, notamment le 4 heures. Et la partie trading, on a initié un trade ensemble lundi, que j'avais annoncé déjà en le lançant que c'était pas forcément un bon trade, mais c'était pour vous montrer la plateforme de trading, comment ça fonctionne, etc. Pour ceux qui souhaiteraient, pourquoi pas s'initier à cela. Et ensuite, on va parler dans la deuxième partie de cette émission de VeChain, parce qu'on est jeudi aujourd'hui, et le jeudi on présente. Et là, on parle pas de n'importe quel projet. Je vais parler rapidement de la blockchain, de leur vision, et ensuite, surtout, on va aller voir les use cases, c'est-à-dire les cas d'utilisation concrets de ce projet, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus finalement, parce que savoir vraiment comment fonctionne en détail la blockchain, finalement, sauf si vous êtes un matheux ou un développeur, ça va pas forcément, ça va pas trop vous parler. Et puis l'idée c'est que la vidéo dure 20 minutes, 10 minutes sur la première partie, 10 minutes sur la seconde, et de ne pas faire quelque chose de trop long. Ceci étant dit, je vous passe l'introduction, pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, à tout de suite. On commence avec le graphique Avax. C'est une très courte aparté que je fais ici. Je voulais vous montrer que la news, elle avait eu lieu il y a 15 heures pour le fait que Amazon Web Services intègre Avalanche comme blockchain pour sa solution. Et on a vu Avalanche qui a performé finalement avant. C'est-à-dire que 15 heures, ça correspond à ça. Peut-être qu'il y a eu une annonce que voilà, d'autres personnes étaient plus au courant, étaient à l'affût en fait, probablement de très gros portefeuilles, qui dès que la news est sortie, ont acheté en masse. Et derrière, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est le lendemain et maintenant, ce sont les particuliers qui achètent pendant que ceux qui ont acheté en masse ici sont en train de revendre une partie de leur somme puisqu'ils ont fait ça pour la spéculation. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est très très compliqué d'acheter une news et c'est pas le lendemain d'une news qu'il faut finalement agir parce que ça ne sert à rien du tout. Aujourd'hui, la news, elle a déjà eu son effet. Est-ce que ça va encore pump? Peut-être, mais ça sera probablement pas grâce à cette news. Le pump de la news a déjà eu lieu ici entre 19h et minuit. Le cours est passé de 12 $. La seule chose, je dirais, qui pourrait être tentée sur ce genre d'événement, ça serait de dire que si là, par exemple, vous possédez déjà du AVAX dans votre portefeuille depuis par exemple longtemps, vous avez quand même une somme assez importante, vous voyez ceci, peut-être que vous pouvez vous dire, ça peut être intéressant d'en revendre un petit peu, peut-être la moitié de ce que j'ai, j'en sais rien, pour essayer d'en racheter un petit peu plus bas, sur la moitié de la hausse. Regardez ici, vous prenez la hausse, vous prenez les 50 de Fibo, donc les 14,45 $ ou les 13,90 $, comme ça vous faites un petit bénéfice juste sur une revente et un rachat plus bas. Voilà, ça pourquoi pas, ça se tenterait, mais c'est pas quelque chose que moi je tente. J'aime pas jouer avec ce genre de choses et je sais que c'est très difficile également à faire. Donc voilà. Aparté terminé, on continue avec le Bitcoin. Et j'aimerais commencer par quelque chose d'intéressant avec le Bitcoin dont je parle souvent, mais il est important de continuer à en parler puisque effectivement c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Je sais qu'il y a des personnes qui ne regardent pas forcément toutes mes émissions non plus, donc je vais faire un rappel de ça avant de passer sur le plus court terme. Donc le prochain halving, 1er avril 2024, on prend finalement la temporalité. Ici nous sommes à 63 semaines du prochain halving sur le Bitcoin. À peu près 63, ça peut être 65, ça peut être 67. On va partir sur 63 parce que c'est ce qui est spéculé pour l'instant en fonction de la résolution des blocs sur le protocole du Bitcoin. Si on prend 63 semaines, ça nous amène ici. Voilà, lors du précédent bear market, c'était cette temporalité-là. Et celui d'avant, on va regarder à quoi ça correspond également 63. Voilà, ça correspond également à ceci. Depuis que je suis dans les cryptos, c'est-à-dire en 2018, je remarque que la temporalité est parfaitement respectée.
à chaque fois, c'est-à-dire je parle de la période de temps, je parle pas forcément des prix, des targets, etc., des objectifs que le Bitcoin pourrait atteindre à la hausse, à la baisse, ça c'est beaucoup moins prévisible. Mais par contre, la temporalité a fonctionné sur le Bitcoin de sa création jusqu'à aujourd'hui. Même pendant cette phase de bear market que nous avons connue en 2022, même pendant cette phase de hausse que nous avons connue en 2021. Tout ça colle en fait parfaitement avec la période de temps et les cycles qui se trouvent entre les halvings, etc., etc. Donc je ne vais pas revenir là-dessus plus en détail. Je voulais simplement vous faire ce petit rappel avant de continuer. Maintenant, on va voir le court terme sur le Bitcoin. On est ici en weekly, lundi on a fait une émission complète sur le Bitcoin, on a vu que cet objectif était assez pertinent, donc les 30 000, ça correspond au bottom ici de juillet 2021. Donc effectivement, en cas de petit run haussier de premier semestre 2023, c'est l'objectif principal que le Bitcoin pourrait atteindre. Au niveau des objectifs baissiers, on a bien sûr les 13 008 et ensuite entre les 12 et les 10 000 $ qui sont des zones extrêmement pertinentes sur le Bitcoin. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais mon niveau des 13 008, j'ai dû l'enlever sans faire exprès. Je vais le remettre. Pour moi, c'est un niveau extrêmement pertinent. Ça correspond au sommet ici de juin 2019. Donc voilà un peu l'état des lieux du Bitcoin, mais sur le plus court terme encore, c'est-à-dire qu'on va les zoomer pourquoi pas en daily, vraiment sur cette petite partie où j'ai mis mon canal, ici sur le Bitcoin, on observe qu'on revient sur un point de résistance très important. On en a parlé lundi de ça, c'est-à-dire qu'on a initié un trade sur le 4 heures, on va aller voir ça après. Effectivement, nous étions dans cette zone de prix. On avait dit que c'était pas forcément malin d'initier un trade ici, puisque en fait, sur le 4 heures, on voit qu'il y a un range et on n'était pas sur le haut du range. Aujourd'hui, nous sommes simplement jeudi, 4 jours plus tard, nous sommes sur le haut de ce range. Le Bitcoin n'a cessé de monter. Maintenant, si on revient sur le daily, on observe qu'on est sur un fort point de résistance. C'est d'ailleurs pas évident lorsqu'on regarde le graphique en daily, mais on sait que les time frames inférieurs, c'est-à-dire plus vous avez des bougies qui représentent de nombreux jours, par exemple une bougie qui fait une semaine, c'est beaucoup plus pertinent en termes de clôture qu'une bougie qui fait une journée. Et du coup, forcément, si vous revenez sur le weekly, vous voyez qu'en fait, ce canal, je l'ai tracé sur le weekly. Bon, là, peut-être pas très bien sur le canal du bas, mais on voit que c'est sur le weekly que je l'ai fait, c'est-à-dire que regardez, je me mets en ligne ici, je vais aller prendre ces sommets là, vous voyez. Donc en daily ça ne colle plus parce que les clôtures journalières elles n'ont pas permis d'avoir un canal aussi propre, vous voyez ici. Donc maintenant on est comme ça, on voit qu'on a un RSI en daily qui vient chercher la zone de surachat. Ça veut pas dire qu'on va rebondir à la baisse, la zone de surachat on peut y rester pendant des jours et des jours avec finalement quelque chose qui continue, un cours qui continue de monter, puis un RSI qui descend, ça c'est quelque chose de possible. C'est comme ça qu'on voit des divergences et qui ensuite peuvent entraîner des retournements. Mais avant le retournement, on peut très bien encore monter par exemple, je dis n'importe quoi, mais aux 25 000, vous voyez, donc il ne faut pas se fier simplement au fait qu'on soit en surachat pour se dire que ça y est, c'est le moment d'initier un short. Mais par contre, il y a d'autres éléments aujourd'hui qui nous laissent penser qu'on peut potentiellement rebondir à la baisse. Tout d'abord, vous avez cette ligne que je vais vous mettre à l'écran qui représente finalement toutes ces mèches là, vous voyez. Bon, je vais mettre là-dessus, mais grosso modo, c'est une zone qui a été travaillée ici, que nous sommes venus chercher ici à cet endroit-là, également là, qu'on a cassé par le bas, qu'on est venu retester également ici, et qu'on vient à nouveau tester. Donc ça fait quand même 5 occurrences, et donc le marché se rappelle de ça, et forcément c'est une zone où le marché le cours du Bitcoin peut se retourner. D'autant plus que, attendez, je remets ma ligne que j'ai enlevée sans faire exprès, d'autant plus que là on est sur un point de confluence entre cette trendline qui est valide en weekly sur les clôtures et vous voyez cette ligne que j'ai tracée, on est vraiment pile poil dessus, donc c'est d'autant plus un point de résistance et maintenant ça va me permettre d'enchaîner avec le 4 heures tout simplement. C'est-à-dire qu'on va zoomer sur cette partie du graphique que je vous entoure ici. Donc voilà, nous sommes dessus, donc le niveau actuel on a vu c'est une double résistance, c'est un point très pertinent. En 4 heures, on peut observer également que, regardez, on a un top ici qui est parfaitement identique. Alors peut-être qu'à quelques dollars près, c'est pas assez. Franchement, c'est assez incroyable de voir à quel point, voilà, on est identique. Alors là, on est combien? 79. Et là, on est à 79. Il y a de 50 centimes de différence au niveau du prix entre ces deux mèches. Donc c'est vrai que ouvrir un short de façon précise sur le retour de cette ligne, ça aurait été ici, bien sûr, ultra pertinent. On le voit. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce trade serait gagnant quoi qu'il arrive. Je pense qu'on va ouvrir un short maintenant sur Bybit, c'est la plateforme que j'utilise pour faire du trading. Le trade qu'on a lancé lundi, il est perdant, puisque c'était pour vous montrer, et j'avais précisé que c'était probablement pas un niveau pertinent. De toute façon, il y aura beaucoup de trades perdants, évidemment, sur la chaîne. C'est évident que quand on fait du trading, on a des pertes et des gains, et de toute façon, l'idée, c'est d'être dans le global, dans le positif. C'est pour ça qu'on cherche des risques-reward supérieurs à 2 en général. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici
comme trade. On va essayer de voir ça sur le 4 heures. On a vu donc ensemble que là, on était sur un point assez important de résistance. On peut imaginer un retour un petit peu plus bas. On peut se mettre notre ligne de range basse qui se trouve par là. On peut se mettre également une ligne de tendance qui ressemble à peu près à ça. Vous voyez, hein, ce que je mets ici à l'écran, c'est assez pertinent en termes de clôture, je pense. Alors, pas parfaitement, mais je pourrais le tracer un petit peu mieux. Voilà, comme ça. Donc, on observe que sur en termes de temporalité, ça voudrait dire que par exemple, le 23 janvier, 5 heures du matin, voilà, si on revient par ici, on toucherait finalement cette ligne qui peut faire office de support, puisque ça ferait en sorte que nous soyons dans un triangle rectangle. Vous voyez, un triangle rectangle, et on jonglerait comme ça entre les deux bornes de ce triangle rectangle. Donc ça, c'est également un objectif possible. Évidemment, impossible de savoir jusqu'où le cours descendrait, si jamais on devait descendre maintenant. Donc le short que je vais ouvrir finalement, eh bien je vais le positionner de cette façon. Donc je vais déjà le retrouver, le matérialiser avec vous ici. On va dire qu'on rentre sur le prix actuel. Et le stop loss, on va le positionner, vous voyez, à peu près... On va se faire un trade risqué ici. Je vais mettre le stop loss assez court. Parce qu'en fait, si jamais, je vous explique, si jamais j'avais pu avoir le trade directement sur cette ligne, lorsqu'on a touché cette mèche là très récemment, que j'avais mis un ordre, etc. à l'avance, effectivement, là, j'aurais pu peut-être mettre mon stop loss un petit peu plus haut. Mais là, si je veux avoir un risque-reward intéressant, il va forcément falloir que je prenne un peu des risques et mettre mon stop loss un petit peu au-dessus de cette ligne, mais pas trop finalement. Donc, c'est-à-dire qu'en cas de cassure haussière du Bitcoin finalement de cette ligne, je peux très très vite le perdre ce trade, il faut en être conscient. Et le take profit par contre je vais pas le mettre en dessous de ce niveau là, parce qu'en réalité on pourrait essayer de jouer cette zone de rechargement, voire le bas du range. Il y a aussi toujours la possibilité, mais ça on le verra dans d'autres émissions au fur et à mesure, de sortir par portion, c'est-à-dire sortir par exemple un tiers de sa position ici pour rembourser finalement sa position initiale, et ensuite si ça descend, là on commence à se faire des gains, etc. Comme ça, si on vient chercher ce niveau-là et qu'ensuite on perd, eh bien on est neutre, c'est-à-dire qu'on n'aura pas perdu d'argent sur le trade. Donc il y a plein de stratégies possibles imaginables, mais pour pas compliquer les choses, moi je vais uniquement mettre un take profit, un stop loss, et une position, un point d'entrée qui est le point actuel. Donc là je réexplique pas tout parce que je l'ai déjà fait et je le referai sûrement sur la chaîne, donc là je vais faire ça vite. Mais grosso modo j'ai un petit outil qui me permet de savoir combien je dois rentrer dans ma position, combien d'argent je dois mettre dans ma position avec quel levier, pour que si le stop loss soit touché, eh bien je perde 10$ seulement. Parce que moi là je m'amuse avec des toutes petites sommes, c'est vraiment plus pour vous montrer également. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce travail et je vois qu'il faut effectivement que je rentre avec un levier 10, avec une position de 44$. Donc c'est ce que je vais faire avec vous maintenant sur Bybit. Donc du coup on rentre dans un short, c'est-à-dire que là que j'effectue donc au prix du marché, je mets vendre avec short et take profit. Et ici je vais pouvoir mettre mon take profit et mon stop loss. Donc on a dit que c'était take profit 16 909. Voilà, donc 16 909. Et le stop loss, d'ailleurs, ouais, si c'est pas mal, 16 909. Et le stop loss, c'est donc 18 632. Du coup, je vais le mettre ici, 18 632. Voilà, ça c'est ma position. Et en fait, je m'étais trompé la dernière fois, lundi, quand j'ai fait mon ordre, mon ouverture de short. En fait, j'avais mis ce chiffre-là en valeur investie au lieu de mettre celui-là. En fait, et du coup forcément j'ai perdu que 1$ au lieu de perdre 10$ sur mon trade perdant de lundi, donc tant mieux. Mais c'est pour vous dire qu'ici en fait il faut mettre la valeur déjà multipliée par 10. C'est la différence, je crois. C'était pas comme ça il me semble avec Binance, mais je suis pas trop sûr. Et du coup c'est pour ça que voilà, j'avais fait l'erreur. Donc là il faut mettre 442 du coup, donc en USDT 442. Donc ma position elle est ok, voilà, et je fais vendre au marché, bim. Donc là il demande de confirmer, je confirme. Et voilà, c'est bon, ma position elle est ouverte. Et donc cette fois-ci, voilà, si je perds ce trade, j'aurais bien perdu 10$. Et si je le gagne, j'aurais à peu près gagné, d'ailleurs le petit outil me le dit, ici, 31$. J'en ai fini avec ça, c'était la partie trading. On va maintenant enchaîner directement avec VeChain et le projet qui nous intéresse pour cette deuxième partie d'émission. Alors vous avez ici son graphe, on y reviendra par la suite. Actuellement son prix semble en tout cas relativement intéressant, sachant que son ATH est de 28 centimes et qu'aujourd'hui nous nous trouvons sur un niveau 93,5% inférieur, à savoir les 1,8 centimes. On va regarder le white paper en diagonale assez rapidement, en faisant juste les points essentiels, et ensuite on ira voir les news, c'est-à-dire ce qui s'est passé récemment sur VeChain.
Alors l'objectif principal de VeChain, c'est de casser les barrières qui sont aujourd'hui établies entre par exemple les gouvernements, les multinationales et la technologie de la blockchain, qui peut créer de la valeur pour ces entreprises et pour n'importe quelle organisation finalement. Mais faut-il encore que ces organisations se rendent compte du potentiel que la blockchain pourrait apporter à leur entreprise par exemple? Mais on voit que finalement ça commence vraiment à immerger tout ça, on l'a vu avec la news tout à l'heure, AWS et Avalanche. VeChain ont identifié 3 phases pour pouvoir permettre cette adoption. La première, c'est la phase technique, le consensus technique qui permet simplement d'avoir, regardez, des outils qui fonctionnent dans la finance décentralisée. Ça parle ici de DAO, d'applications de paris, de jeux, etc. Tout simplement, en fait, simplement montrer que c'est une technologie qui fonctionne et qu'on peut utiliser au quotidien. Ensuite, il y a le consensus business. Là, il compte du coup sur les entreprises pour se rendre compte de la révolution que cette technologie peut apporter, ce qui se traduit par des levées de fonds, de l'argent qui rentre en masse et beaucoup plus qu'avant dans le secteur de la blockchain et des crypto-monnaies, donc le fait de pouvoir payer des personnes plus compétentes pour développer certaines choses, et donc le fait que finalement ça puisse se développer de plus en plus vite en fait. C'est comme ça que ce consensus business est expliqué ici. Ensuite, on peut voir qu'ils expriment le fait que beaucoup de grosses entreprises et d'assurance ont déjà finalement adopté cette technologie et comprennent maintenant les tenants et aboutissants des problèmes que ça peut résoudre. Et que par la suite, il faut bien sûr essayer de convaincre les gouvernements, puisque finalement c'est ça les étapes. D'abord, c'est les particuliers, certains petits geeks qui sont convaincus d'une chose. Ensuite, ça arrive finalement aux oreilles des entreprises, notamment avec des produits qui sont déjà un peu plus développés, un peu plus faciles à utiliser. Finalement, elles se rendent compte que c'est pas si nul en fait, et donc il y a de l'investissement, de l'argent qui rentre en jeu, notamment de petites entreprises pour commencer, puis ensuite de grosses entreprises, puis ensuite de très grosses entreprises, et ensuite simplement des gouvernements qui peuvent émettre des régulations, des lois qui collent avec cette nouvelle technologie. C'est ça les différentes étapes que l'on peut voir, que l'on peut identifier, que l'on voit depuis tout le temps pour n'importe quel type de choses. Internet, c'est pas venu du jour au lendemain. Je sais pas si vous avez vu, j'ai regardé une série récemment sur Netflix, il s'agissait de la création de Spotify, et vous pouvez voir qu'en termes de régulation, il y a dû y avoir un travail conséquent, acharné et très long pour pouvoir faire en sorte d'avoir une plateforme de streaming donc de musique gratuite, puisque c'était l'époque où on ne faisait que pirater, notamment avec le site Pirate Bay, donc de l'époque. Vous voyez, tout ça prend énormément de temps à devenir régulé au fur et à mesure. Et derrière, le dernier consensus, c'est le consensus de gouvernance, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et je crois que je suis allé un peu vite en besogne parce qu'il s'agit justement, ce consensus, de faire en sorte que les législations soient présentes pour protéger les gens, tout simplement que ce soit quelque chose qui soit adopté sans que personne s'en rende compte et que tout simplement ça soit intégré dans notre société. Voilà. Je ne vais pas vous lire tout ça, c'est beaucoup trop long. On enchaîne avec la blockchain de VeChain qui s'appelle VeChain Tor. On va aller assez vite là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses très techniques sur lesquelles nous n'allons pas forcément rentrer. Mais au niveau du consensus, donc vous savez que pour le Bitcoin, on est sur du Proof of Work, sur l'Ether du Proof of Stake. Sur VeChain, on est sur du Proof of Authority, donc la preuve d'autorité qui va demander à ce que les nœuds soient autorisés donc en amont pour pouvoir participer au consensus et donc valider des blocs. Et les nœuds n'ont pas besoin d'avoir énormément d'argent pour pouvoir rentrer dans ce système, mais il faut plutôt avoir la chance d'être sélectionné pour participer au réseau. Et donc forcément, on a quelque chose qui est un petit peu plus centralisé, probablement un petit peu moins sécurisé, mais ça dépend un petit peu de la façon dont les validateurs sont choisis. Mais voilà, on a une blockchain beaucoup plus efficace, qui va beaucoup plus vite, qui est beaucoup moins cher à utiliser, et il n'y a pas de concurrence entre les validateurs. Donc pour la solution qu'ils veulent proposer pour les entreprises, pour le fait que ce soit complètement utilisable pour les multinationales, pour les sociétés de transport, pour la traçabilité, etc., on a besoin d'une blockchain comme ça, je pense, plus qu'une blockchain comme celle du Bitcoin qui serait complètement incapable, avec ses 14 transactions par seconde possibles, finalement, de scaler pour ce genre de choses, bien évidemment. Après, ils ont du coup sorti le Proof of Authority 2.0, donc ça c'est récent, et l'objectif principal de cette mise à jour est d'augmenter un petit peu la sécurité, notamment en effaçant la possibilité pour un nœud de manipuler le réseau à lui tout seul. Maintenant, on enchaîne sur la partie économique. En fait, ils expliquent simplement qu'il y a 2 types de crypto-monnaies pour ce réseau, notamment le VET et le VTHO, qui est le gaz en fait. Il va permettre de payer les frais de transaction. Et le VTHO, vous l'obtenez simplement en détenant du VET, vous allez avoir et accumuler du VTHO au fur et à mesure du temps.
c'est comme si c'était un airdrop au fur et à mesure du temps. Ça permet de ne pas payer les frais de transaction en fait, puisqu'ils vous sont offerts tout simplement. Contrairement au réseau d'Ether où ça peut coûter des fois extrêmement cher. Donc ce système-là, il a été inventé justement pour permettre et faciliter l'adoption massive, pour pas que ce soit trop cher économiquement parlant pour quelqu'un qui souhaiterait évidemment utiliser ce réseau. On va continuer maintenant avec les cas d'utilisation. Et franchement, leur document est hyper bien fait et il est assez lisible, hein, même pour quelqu'un qui ne connaît rien à la blockchain, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Je passe toute cette partie overview qui est hyper intéressante, mais que j'ai pas le temps de vous décrire ici. Et on va regarder ensemble les cas d'utilisation. Et là, il parle de la nourriture et des boissons. Ils expliquent le problème et la solution. Donc c'est un projet qui concerne principalement la traçabilité. Donc là, le problème principal qu'ils exposent ici, c'est que ici, il y a une personne sur 10 qui tombe malade après avoir mangé de la nourriture contaminée. Bon, je pense pas que ce soit le cas en France, mais peut-être que dans la globalité à l'international, c'est possible. Effectivement qu'il y ait des fois des chaînes de froid qui ne soient pas respectées, qu'il y ait des soucis à ce niveau-là. Et en fait, la solution, c'est que grâce à l'intégration de la blockchain dans cet écosystème qui est composé de magasins, de personnes qui font la logistique, de producteurs, de fermes, d'appareils IoT qui vont permettre de mesurer les choses, et puis les clients finaux qui auront, grâce à un QR code, la possibilité de scanner, de retracer un aliment. Et bien tout ça, c'est un écosystème qui fonctionne à travers une plateforme commune entre tous ces intervenants tout simplement, et qui fonctionne grâce bien sûr à la blockchain et donc de façon immuable et vérifiable. On est sûr que les informations qui sont données et transmises par ces capteurs sont les bonnes puisqu'elles sont bloquées et on va dire elles sont encapsulées dans cette blockchain et on peut pas les manipuler ou les supprimer. Donc il n'y a plus de possibilité de triche finalement. Donc c'est une solution qui rassure les clients bien sûr et qui en même temps permet d'avoir de la confiance entre les différents intervenants. La confiance est quelque chose d'important pour le bon fonctionnement d'une organisation ou d'un écosystème de façon générale. Et donc le groupe Walmart en Chine, en juin 2019, ont déjà lancé leurs premiers produits à travers justement une plateforme de VeChain qui s'appelle VeChain Toolchain, qui est la plateforme donc développée par VeChain pour ce cas d'utilisation. Et on voit que ça a été en fonctionnement, qu'il y a des personnes qui ont pu scanner des QR codes pour avoir finalement l'historique de produits. Donc il y a déjà eu des cas d'utilisation qui se sont probablement pas mal développés depuis 2019, puisqu'on est quand même 3 ans plus tard aujourd'hui. Il parle ensuite aussi d'une solution qui va permettre d'éviter la contrefaçon sur les produits de luxe principalement. Ça pourrait être très utile grâce à un tag et également un système digital qui permettrait de vérifier, d'être sûr à 100% qu'un produit directement avec un simple scan donc n'est pas une contrefaçon. Ensuite, vous avez l'idée du passeport digital pour voiture. Ça serait quelque chose d'assez extraordinaire. On peut imaginer la même chose pour votre dossier médical par exemple. Mais voilà, c'est comme le dossier médical de votre voiture qui serait numérique, où il y aurait tout l'historique depuis sa mise en circulation, de ce qui s'est passé dessus, des différents allers-retours au garage que la voiture a eu. Également en termes d'assurance, ça pourrait complètement être dans l'historique du véhicule et donc dans ce passeport, les experts ou plutôt même on pourrait dire les contrôles techniques qui pourraient être effectués au fur et à mesure sur le véhicule, vous voyez, tout pourrait être répertorié dans un seul document numérique et je trouve ça assez incroyable comme idée finalement. Si ça existe un jour, en fait, bon après on va voir qu'il y a déjà donc des entreprises qui se sont penchées sur le sujet, mais si ça existe vraiment à grande échelle un jour, je pense que beaucoup de monde ne sauront même pas que ça fonctionne sur la blockchain, ils auront juste un document numérique sur leur véhicule et ils seront super contents de ça, sans savoir qu'en fait c'est sécurisé grâce à la blockchain finalement. Il y a 2 entreprises qui se sont penchées sur le sujet, notamment BMW avec une solution qui s'appelle Verify Car. Et donc chaque véhicule est assigné avec un VeChain ID. C'est finalement ça qui représente votre passeport numérique de BMW. Et vous avez l'entreprise BYD qui est la plus grosse entreprise de véhicules électriques, de fabricants de véhicules électriques, probablement chinois, que je ne connais même pas, mais voilà, qui également s'est lancé dans cette histoire. Donc il y a énormément d'autres secteurs, je vous conseille d'aller jeter un œil à tout ça, mais vous voyez bien que vous comprenez mieux maintenant pourquoi est-ce qu'il faut que cette blockchain soit ultra scalable, et donc qu'elle ne soit pas sur du proof of work avec un fonctionnement similaire, par exemple à la blockchain du Bitcoin. On est vraiment sur un cas d'utilisation différent, et c'est la raison pour laquelle le proof of authority a été choisi pour cette blockchain. Et vraiment, c'est vraiment un exemple de blockchain qui peut
à grande échelle résoudre de nombreux problèmes et qui peut permettre cette adoption, je pense. Donc ça peut être intéressant en tout cas de spéculer sur son avenir. On va aller voir son graphique et on va voir qu'il a énormément performé du coup lors du précédent cycle. On va se mettre en weekly. Donc il y a une petite poussée en ce moment sur le cours du VeChain. On est passé de 15 à 18, de 1,5 à 1,8 centimes. On va enlever le logarithmique ici. Vous voyez, donc la hausse a été quand même assez importante. Et avant finalement la hausse, nous étions sur un prix aux alentours des 0,6 centimes. Donc on est actuellement 2 fois plus élevé, mais le retracement a été extrêmement important sur VeChain. Est-ce que maintenant ça va être la solution d'avenir ? Mais aujourd'hui, c'est le leader dans les solutions qui concernent la traçabilité. Donc la traçabilité et la blockchain, ça va bien ensemble, on le sait. Et eh bien voilà, c'est VeChain le leader, clairement. On verra bien ce qu'il se passe. Le prix peut encore aller plus bas. On est vraiment sur une tendance baissière qui dure depuis plus d'un an. On est toujours sur un canal baissier. Vous voyez comme ceci, que je peux vous dessiner à l'écran. On peut y rester, on peut même le casser par le bas. On peut avoir une altcoin dominance qui chute, voilà. Mais commencer à lisser des achats ou essayer de choper des points intéressants d'achat sur cette crypto-monnaie me semble pertinent pour l'avenir. Et on peut pourquoi pas espérer, d'autant plus que son inflation, alors là je ne suis pas sur la bonne crypto, je suis sur le gas token VTHO, mais sur la bonne crypto, on peut observer que voilà, quasiment tous les tokens ont été émis. C'est donc plutôt une bonne chose. Je pense qu'on l'analyse déjà de nombreuses fois les précédentes semaines, donc on va pas s'attarder dessus. Mais si on regarde son prix par rapport au Bitcoin, voilà, on est sur un double bottom ici. Est-ce que c'est le bottom définitif de VET par rapport au Bitcoin? Impossible de le savoir, mais on rebondit encore dessus. Donc ouais, les niveaux actuels, ils sont quand même très bas, même par rapport au Bitcoin, très intéressant. Ça m'a l'air vraiment beaucoup plus intéressant que d'autres cryptos, comme par exemple Matic, qui se trouve sur un point haut par rapport au Bitcoin. Je vous montre ça, voilà. Vous voyez, donc en termes de graphique, VeChain est également super pertinent. C'est pour ça que je pense que c'était le bon moment pour présenter le projet. Et peut-être que d'ailleurs certains s'en rappellent, mais là, ce que j'ai fait, ce travail-là avec ce white paper, je l'avais déjà fait il y a à peu près un an et demi, et c'était le même white paper du coup. Et j'avais probablement parlé de choses complètement similaires en fait. Mais bon, vu que c'était il y a un an et demi, ça me permet de me rafraîchir un peu la mémoire, et probablement à vous aussi, si vous étiez déjà là sur la chaîne. Ceci étant dit, j'arrive sur la fin de l'émission. Merci à tous de m'avoir écouté, merci à tous de me suivre. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt demain sur la chaîne. Salut tout le monde, ciao.